Tu as peur de te dénuder? Pourquoi? J'ai peur parce que je suis timide. Qui je suis? Dis-la, Muscle ton jeu. sale petit enfant de putain. Une grosse vanne de copains, une grosse paire de couilles, et après on fait ce qu'on veut. Nous ne sommes que des hommes, pas des dieux. De simples hommes. Tu vas avoir des déconvenus parce que t'es trop gentil. Bonjour, bienvenue sur Oh les gars, le podcast qui parle de virilité. Je suis Vincent, je suis votre hôte, et aujourd'hui on reçoit Joris. Bonjour Joris. Bonjour Vincent. Comment tu vas? Bon, super bien aujourd'hui. Ouais, super. Alors toi, comment tu dis dans ta tête? Est-ce que t'es un homme, t'es un jeune homme, t'es un bonhomme, t'es un garçon, t'es un gars, t'es un mec? T'es quoi toi? Moi je dirais plus que je suis un homme, un jeune homme encore à l'occurrence, parce que je pense que je suis pas très vieux. Donc non, pour moi je suis un jeune homme pour le moment qui apprend encore plein de choses de la vie et voilà quoi. Toi t'as quel âge? J'ai 25 ans. T'as 25 ans, ok. Parce que bon, pour ceux qui nous écoutent, on se rend pas compte, mais t'es Oui. quand même un monsieur qui est plutôt grand, On me prend, avec une grande barbe, Ouais. des cheveux longs, une tresse. on me donne Deux tresses. toujours plus âgé que je le suis. Ouais, Donc non, bah il faut pas se fier aux apparences. Je reste moi. ok. Est-ce que tu peux te présenter un peu pour les gens qui ne te connaissent pas? Bah du coup, je m'appelle Joris, donc 25 ans, comme on l'a dit. Je suis coiffeur dans la vie depuis maintenant 7 ans. Donc coiffeur et formateur à côté à mon compte, je donne des formations. Et puis voilà, quoi. Quelques mots de moi, là, rapidement. Ok. T'as toujours voulu être coiffeur? Ouais, depuis que je suis petit, ouais, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et ça a été compliqué avec mes parents au début qui ne voulaient pas. Mais j'ai tenu bon et je leur ai prouvé que j'en étais capable et que c'était vraiment quelque chose qui me passionnait. Donc maintenant, j'y suis. Ils sont fiers de moi par rapport à ce que je fais. Donc tout va bien jusqu'à là. Ok. Et qu'est-ce qui fait qu'ils n'étaient pas d'accord? Ils n'étaient pas d'accord pourquoi? Bah, c'était surtout... j'étais quand même plutôt bon à l'école. Ils disaient qu'il fallait faire des études, qu'un métier comme ça, manuel, c'était pas forcément quelque chose qui rapportait beaucoup dans la vie ou autre. Et c'est pas forcément quelque chose, moi, qui m'intéressait énormément. Je préfère faire des choses que j'aime. Et je leur ai toujours dit. Et donc, je fais quelque chose que j'aime et ça me va très bien. Tout simplement. T'as été surpris la première fois que tu leur en as parlé et qu'ils ont eu ce discours? Ouais, c'était pas évident. Après, depuis que je suis petit, vraiment, c'était des choses que je disais même en primaire. Je m'en souviens avec une de mes amies qui est encore restée une amie là ces temps-ci. C'est une de mes meilleures amies, voilà, en contact. Et on voulait monter notre salon de coiffure ensemble au début, parce que c'était parti du coup des rêves de gosse qui s'imaginaient du coup plus tard dans la vie. Et ça l'a fait beaucoup rire quand elle dit, mais au final, toi, t'es toujours resté dans cette voie, même si j'ai eu d'autres idées de métier à un moment, forcément, en découvrant d'autres. Mais non, je suis toujours resté sur ma position à vouloir être coiffeur et je le suis. Donc voilà. Ça se serait appelé comment, ce salon de coiffure? Alors ça, c'est une bonne question, ça remonte à trop loin, je m'en souviens pas. Mais, Ok. Voilà. Et quand du coup, toi, c'est un métier dans lequel tu te sens bien, que tu assumes facilement, Ouais. d'autant plus que tu as eu à l'assumer très tôt en face de tes parents. totalement, ouais. Ah, mais j'ai aucun mal à ça, c'est un métier comme les autres, hein. De toute façon, il n'y a pas de sous-métier. Donc, Ah, clairement pas. du moment qu'on fait ce qu'on aime, moi je pense que c'est l'essentiel. Il faut être heureux dans ce qu'on fait pour bien le faire, justement. Donc voilà. Est-ce que parfois les gens ils sont surpris quand ils te voient avec ton apparence et que tu leur dis bah voilà, moi je suis coiffeur? Oui, ça arrive, ouais, des fois, parce qu'on me dit que j'ai pas forcément le look, mais est-ce qu'il faut vraiment un look et être atypique au point, être atypique au point d'avoir un métier prédéfini ou posé dans la tête de certaines personnes? Non, j'aime plein de choses, je m'intéresse à plein de choses, mais c'est vraiment quelque chose qui me passionne, du coup, depuis longtemps. Et puis, voilà, quoi, les gens, par rapport à ce que je suis, par rapport à ce que je peux dégager, ça reste moi, quoi, tout simplement. Et en formation, est-ce qu'il y avait beaucoup de mecs ou est-ce que tu étais un petit peu seul dans cet environnement-là, entouré de filles? Alors, en formation, effectivement, quand j'étais à l'école, il y a quand même une grande majorité de filles. Je m'en souviens en CAP, on devait être une vingtaine, dans la classe un peu plus d'une vingtaine, et on devait être 3 garçons. Donc oui, effectivement, c'est majoritairement féminin comme métier, mais plus j'évolue avec le temps, plus j'ai passé des diplômes, et maintenant, en tant que formateur aussi à côté, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de garçons qui gravitent dans le monde de la coiffure, parce qu'on voit pas forcément faut pas voir le métier de coiffeur comme
comme si j'allais juste au coiffeur. Enfin, il y a plein d'autres choses. C'est vraiment un milieu très vaste et il y a énormément d'hommes au final qui travaillent dedans. Et ils sont où les hommes alors? Qu'est-ce qu'ils font dans ce Qu'est-ce milieu-là? qu'ils font? Il y en a quand même beaucoup en salon, parce qu'il y a quand même pas mal de grandes chaînes qui recrutent plusieurs personnes. Et du coup, là, c'est des équipes plutôt vraiment mixtes, avec de la parité. Mais il y a beaucoup de personnes, quand je vois souvent sur des shows, des grands noms ou des choses comme ça, c'est souvent des noms d'hommes au final qui ressortent. Et je sais pas si ça veut dire que les hommes aiment plus la scène ou plus faire le show ou des choses comme ça, mais ça fait partie aussi du métier quelque part, et il y en a beaucoup qui sont là-dedans. Donc Ok. voilà. Et comment toi tu le vivais alors d'être entouré de femmes? D'ailleurs peut-être que tu étais entouré de femmes en grandissant, je sais pas trop. Pas spécialement. Après, moi j'ai une grande sœur qui a 9 ans de plus que moi, mais non, à part ma mère et mon père, on est que tous les deux. Enfin, j'ai des cousins, cousines, j'ai les deux, donc non, j'ai pas spécialement grandi avec plus de femmes dans mon entourage, mais non, c'est pas forcément quelque chose qui me dérange. Donc, Tu t'es senti à l'aise dans ces promotions? ouais, non, il y avait aucun souci là-dessus. Ok, génial. Et alors qu'est-ce que toi t'aimes aujourd'hui dans ton métier de coiffeur? Ce que j'aime, c'est vraiment rencontrer du coup de nouvelles personnes, pouvoir les satisfaire, les rendre beaux ou belles, peu importe. C'est ce qui m'enchante le plus, c'est quand un travail est bien réussi et que la personne a les yeux qui pétillent. C'est juste très satisfaisant à voir. C'est ce retour-là au final, moi, qui me procure du bonheur quelque part. Ouais. Voilà. Les salons de coiffure, c'est des endroits où, moi dans mon imaginaire, les gens parlent peut-être un peu de leurs problèmes, peut-être des fois ils se confient. Oui. Est-ce que tu dirais que coiffeur, c'est un métier d'écoute? Alors oui, c'est un métier d'écoute. Après, moi, je suis pas le plus grand des bavards, on va dire, parce qu'en tant que coiffeur, j'ai certains patrons qui m'ont dit il faudrait quand même un peu plus engager la conversation pour pouvoir parler avec les autres. Mais moi, je pense que si les clients me parlent, c'est qu'ils ont besoin de parler, donc je suis à leur écoute, il n'y a pas de souci. Après, ce qu'ils me disent, je retiens pas forcément, parce que vu le nombre de personnes qu'on voit dans la journée, c'est compliqué. Et puis je pense que de même, s'ils se confient, ils veulent une oreille, mais quelque part, ils veulent pas forcément que ça soit retenu ou des choses comme ça. Donc moi, il n'y a aucun souci. Je les laisse parler. Et s'ils ne me parlent pas, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas parler, qui sont là juste pour passer un moment, se ressourcer avec eux, moi je suis content parce que je peux me focus sur mon boulot et c'est bien parce que je suis dans ma bulle aussi de mon côté. Donc non, ça ne me dérange pas de ne pas discuter non plus avec mes clients. C'est vraiment marrant parce que moi, pour le coup, j'ai plusieurs copains qui sont un peu angoissés du small talk de coiffeur. Putain, il va falloir parler, il va falloir dire des trucs. Et tous les deux, on sait qu'on va pas le retenir, que ça ne nous importe pas. Et du coup, qu'ils viennent me voir. Et c'est marrant de se dire que toi, tes patrons, ils t'ont demandé de faire ça, du coup. Ouais. Non, c'est plus... non, parce que comme j'aime ce que je fais, en fait, je suis concentré pour que ça soit réussi. Donc forcément, quand on est concentré, on peut pas forcément... Alors, je dis pas que je suis monotache, mais on est moins à l'écoute de l'autre personne. Ça... Ouais, on est un peu moins à l'écoute, quoi, parce que je suis vraiment focus sur ce que je fais. Ok. Et toi, tu disais, du coup, que t'es un jeune homme, parce que t'as 25 ans et que tu trouves que t'es encore jeune. Ouais. Qu'est-ce qui va faire que tu vas devenir un homme, tu penses? Plus d'expérience dans la vie du côté personnel. Ouais. J'ai envie de voyager, découvrir d'autres choses. Donc j'ai vraiment envie de m'enrichir, de voir d'autres façons de travailler, de rencontrer d'autres personnes, d'autres cultures. Et je pense que petit à petit, en fait, on devient sans vraiment s'en rendre compte, mais on accomplit des choses et qui font qu'au bout d'un moment, oui, on se sent plus adulte ou on est en train de stagner, ou on va encore évoluer plus tard. Donc non, je pense qu'à 25 ans, j'ai déjà découvert pas mal de choses, mais j'en ai encore plein d'autres à découvrir. Donc j'ai hâte. On devient un homme avec l'expérience, peut-être? Peut-être, qui sait. Ouais. Et du coup, à un moment, j'imagine que tu étais un garçon, puis peut-être un ado, et maintenant tu es un jeune homme. Ouais. Est-ce que tu te rappelles quand pour la première fois tu t'es dit « Oh là, je suis un jeune homme là ». Alors oui, je pense que je m'en souviens. C'est quand j'ai passé mon bac,
que j'ai eu mes 18 ans, que j'ai eu mon permis, mon premier patron, ma première alternance. En fait, tout s'est enchaîné très vite. Et j'ai commencé à travailler loin de la maison. Je prenais les transports, la voiture, le train, le métro, tout ça dans la même journée. Je perdais un temps fou dans les transports en commun. Et pendant 2 ans, pendant que mes amis partaient soit en études supérieures ou faisaient d'autres choses, du coup, j'étais vraiment rentré dans la vie active, à avoir plus que mes 5 semaines de vacances. En plus, quand on commence, on les cumule, donc on n'a pas de vacances la première année. On commence à avoir notre première paye également, les amis l'ont pas forcément. Donc, c'est vraiment en fait tout ce décalage-là qui a fait que je me dise, là, il y a vraiment un truc qui a changé dans ma vie et il faut l'accepter, c'est comme ça. Et du coup, il faut avancer. Et je pense que c'est à ce moment-là où je me suis dit, ça y est, t'es rentré dans la vie pro. T'as des responsabilités maintenant, donc je pense que, effectivement, c'est à ce moment-là que je suis devenu un jeune homme, je pense. C'est marrant, comme tu le dis, voilà, faut l'accepter, comme si c'était quelque chose qui te donnait pas forcément envie, qui te faisait peut-être un peu peur, je sais pas. Alors, non, j'en avais envie, parce que c'était vraiment mon but, c'était mon but, mon objectif à atteindre, et je l'ai atteint. Et c'est vrai que quand on atteint cet objectif, les amis n'ont pas forcément les mêmes. Et du coup, j'ai vraiment eu un décalage avec eux qui sont presque tous partis en études supérieures, de ceux avec qui j'ai gardé contact. Et il y avait vraiment ce décalage-là entre... on a encore les vacances scolaires, moi je les ai pas, je peux pas sortir les week-ends, je bosse le samedi, donc soirée vendredi soir, le week-end j'ai pas le même que j'ai pas le même que les vôtres, et c'était vraiment un décalage au début qui m'a fait bizarre quand même. Est-ce que du coup tu te sens peut-être même un peu isolé socialement parce que tu bouges plus au même rythme que tes potes? Oui, pendant 2 ans, mes premières années d'apprentissage, c'était pas évident. J'arrivais quand même à les voir, mais c'était vraiment pas pareil. Donc oui, effectivement, pas forcément isolé parce que je savais que j'avais toujours contact avec eux, que je pouvais discuter avec eux, mais il y avait quelque chose, qui était en décalage avec eux, ça c'est sûr. C'est un décalage que tu as vécu comment, toi? Au début, c'était pas évident, et puis au final, j'ai appris le temps de se mettre dans le rythme, en fait, tout simplement, et d'apprendre ce nouveau rythme. Et après, une fois que c'est appris, c'est presque de l'acquis, et on fait petit à petit, et ça nous cale, et c'est comme ça, quoi. Et est-ce que ton groupe social, il a changé un petit peu? Là, tu étais avec des gens qui étaient au même rythme que toi au lycée, et puis en fait... Ça a changé parce qu'il y a eu cette différence de rythme. Toi, dans ton quotidien, il y avait peut-être plus de gens qui travaillent dans la coiffure et qui avaient le même rythme que toi, ou peut-être des commerçants. Est-ce que aujourd'hui, tes potes sont aussi des commerçants et des gens qui sont dans ce rythme? Est-ce que tu es toujours pote avec ceux d'avant autant? Alors, mes très bons amis d'enfance, je suis toujours ami avec eux, parce que je les vois encore très régulièrement, notamment celle qui voulait être coiffeuse avec moi étant petite. Et elle n'est pas aujourd'hui? Pardon? Elle n'est pas coiffeuse aujourd'hui? Absolument pas. Non, elle est dans l'agroalimentaire, donc rien à voir. Mais non, c'est... T'as perdu le fil? Ouais, j'ai perdu le fil, là. Je me demandais si t'avais plus de potes commerçants aujourd'hui. Ah oui, c'est mon groupe d'amis avait changé, pardon, excuse-moi. Forcément, oui, on fait des nouvelles rencontres, on a forcément des affinités avec les nouvelles personnes qu'on rencontre. En plus, j'étais pas du tout de Lyon de base, donc je suis venu faire mes études à Lyon, donc forcément, j'ai rencontré de nouvelles personnes. Dans ma classe, il y avait beaucoup de monde, donc on reste quand même des adolescents, on veut se créer un réseau, des amis, des nouvelles connaissances, tout ça. Et donc oui, je me suis fait quelques amis, mais c'est pas ceux que je garde énormément encore. Ouais. Non, j'ai mes bons copains d'enfance et puis des bonnes connaissances que j'ai eues après qui sont devenus des amis aussi, mais j'ai pas forcément les mêmes relations avec eux que je peux avoir avec les autres, quoi. Ouais, avec ceux avec qui t'as grandi. Ouais. T'es arrivé à quel âge à Lyon, alors? Je suis arrivé à l'âge de mes 18 ans, quand j'ai commencé. Donc, quand t'as commencé ta vie pro, c'est une vie pro en alternance, du coup, au début? C'est ça, ouais, tout à fait. D'accord, ok. Ouais. Est-ce que, du coup, ça correspond à tes premières histoires d'amour aussi? Non, j'en avais eu avant, quand même. Ouais. Mais non, je mettrais pas forcément de lien entre mes relations et le boulot, pour le coup. Ok. Et alors, comment ça se passe, ta vie amoureuse à toi? Ça a commencé quand? Ma vie amoureuse, forcément au collège, lycée, les petits amours de vacances ou des choses comme ça. Je partais souvent en colonie, donc des colonies de 2-3 semaines l'été.
Voilà, forcément. Non, c'est ma vie amoureuse. Non, je fais quelque part, on rencontre des personnes avec qui on s'attache, et puis que des fois la vie nous sépare, ça arrive, c'est comme ça. Mais ça permet d'apprendre aussi à chaque expérience, quelque part, des choses qu'on veut, des choses qu'on veut plus, et puis petit à petit, on apprend de plus en plus. Et puis là, il y a beaucoup de choses que je sais que je ne veux plus, et du coup, je suis seul depuis un moment, mais à part ça, on fait avec, quoi. Ça allait être ma question, du coup. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu veux plus ou qu'est-ce que tu veux? Alors, ce que je veux, ça, je le sais pas vraiment. Mm-hmm. Mais j'ai eu des relations avec des personnes soit qui m'ont fait souffrir sur certains points, soit qui m'ont fait évoluer aussi par rapport à ma façon de réfléchir. Donc, ça apporte toujours quelque chose, que ça soit dans du bon ou du mauvais. Il faut en tirer des expériences. Et c'est vrai que pour dire des choses que je veux plus, j'ai eu une personne qui était totalement en fait dépendant de moi. Ouais. Et c'est quelque chose, ça, qui est très, très compliqué à gérer. C'était vraiment pas évident, et ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui me repousse totalement, quoi. Ça, tu ne veux plus. Ouais, ça c'est quelque chose dont je ne veux plus. Le drapeau rouge est sorti, ouais, effectivement. Non, je pense que c'est important de trouver une personne avec laquelle on s'entende bien, qu'on ait des projets de vie en commun si on veut construire quelque chose sur le long terme. C'est une relation, quelque chose de fusionnel, mais qui se construit aussi petit à petit, parce que du coup, c'est une personne aussi différente. Mm-hmm. Donc, je pense dans un couple, je pense que beaucoup de personnes le diront, mais il faut peut-être faire des concessions sur certaines choses, et apprendre à vivre avec l'autre personne, en fait, tout simplement, à dire, on n'est pas tout seul, il y a peut-être des choses qui nous dérangent, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent nous aider aussi. Donc, non, c'est vraiment... Pour moi, il faut que ça soit un partage, et quelqu'un qui avance à côté de moi à sa manière aussi, mais quelqu'un qui me suit, non, ça, c'est sûr que je peux plus. Ok. Toi, tu donnes facilement ta confiance? Oui, parce que je pense que tout être humain naît gentil, et c'est les expériences de la vie qui fait qu'on peut être plus ou moins agacé de certaines choses, et qu'on rentre plus dans les codes, ou qui font qu'on n'est plus d'accord avec certains points. Mais ouais, je saurais pas trop comment dire ça, mais c'est peut-être le postulat de base, c'est qu'un être humain, il ouais, c'est chouette. Ça, en fait, c'est tout être est gentil, donc il faut apprendre à connaître une personne, en fait, tout simplement. Mm-hmm. Et pour connaître une personne, connaître son vécu, ça demande du temps. Donc je pense qu'il faut savoir prendre le temps aussi de rencontrer des personnes, tout simplement, et de découvrir et de partager des choses avec elles. J'ai regardé récemment le film Vice Versa. Oui. C'est le film de Pixar où il y a des émotions, on voit les émotions dans la tête. Ouais. Et du coup, il y a 5 émotions, tu as la joie, la tristesse, la colère, la peur et le dégoût. Mm. Et ce qui est super rigolo, c'est qu'en fonction des personnages, par exemple la mère, il y a une des émotions qui est un peu plus la chef que les autres, et qui va prendre les décisions, qui va l'idée. La mère, c'est la peur. Le père, lui, il a toutes ses émotions, c'est la colère. Il a 5 colères en lui. Et l'enfant, c'est la joie. Et tout le film, c'est sur, attention spoiler, c'est sur le fait que au début, on laisse pas de place à la tristesse, et puis petit à petit, en fait, la tristesse, elle a de l'importance, c'est même ce qui va sauver la petite fille. Mm. Et moi, ma théorie personnelle, c'est que la tristesse devient le capitaine du bateau à la fin du film. Quoi. À la fin du film. Est-ce que toi, tu commentais avec tes émotions? Est-ce qu'il y a des émotions avec lesquelles tu n'es pas du tout à l'aise? Ou est-ce que, globalement, tu arrives à bien les écouter toutes? La tristesse, justement, comme tu en parles, c'est quelque chose qui me met très mal à l'aise, parce que c'est quelque chose qui peut faire mal, tout simplement. Donc j'ai appris avec le temps à ne pas forcément la rejeter, et à avoir le droit de ne pas être bien, de l'accepter. Et c'est ce qui permet d'avancer, aussi, justement, je pense. Donc, comme tu disais, qui devient au final le bateau de la rédemption de la fin du film, qui devient le capitaine, ça me paraît pas tout à fait illogique dans ce qu'ils ont voulu transmettre aussi, quoi.
Donc, toi, ça veut dire que la tristesse, tu bouchais les oreilles et tu faisais là, je suis pas triste. Avant, j'aimais pas ça du tout, parce que du coup, on vit quand même avec des personnes qui nous entourent, qui elles, peuvent être joyeuses, tout ça. On n'a pas forcément envie de les ennuyer avec nos problèmes, par peur de les ennuyer, de ne pas en parler, justement, et de dire, j'en parle pas, ça veut dire qu'elle est pas là et que on peut l'enfouir, alors que, en fait, non, au contraire, c'est important d'en parler, d'entendre des choses qui peuvent nous en rassurer, ou justement d'autres personnes qui ont vécu des choses un peu similaires, qui peuvent nous en parler aussi. Et je pense que il faut communiquer, et c'est important, quoi, tout simplement. Moi, j'ai ça avec la colère. Ouais. C'est juste que la colère, ça ne se fait pas socialement chez moi. D'accord. On n'a pas le droit d'être en colère. Et du coup, la colère, vraiment, ça me terrifie. J'ai très peur d'être en colère, je déteste ça me met très mal à l'aise. D'accord. Donc j'ai tendance à fuir, clairement, et à pas savoir quoi en faire. Mais toi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu partages, c'est aussi le fait que presque tu te sens une responsabilité de faire en sorte que les autres soient joyeux. Oui, parce que j'aime bien, au final, c'est vrai que le bonheur entraîne le bonheur, un sourire entraîne le sourire, donc pourquoi se focaliser sur des énergies négatives ? Donc moi je le vois un peu plus comme ça, mais au final, je pense que c'est important de les accepter à une période, mais justement pour les rendre plus positives après, quoi, tout simplement. Ouais, t'aurais eu peur juste si on reste dedans, de contaminer les autres. De contaminer les autres et de le propager, et effectivement de pas réussir à m'en sortir moi-même aussi, à me dire c'est comme ça, et ça sera comme ça encore et encore, quoi. Et par contre, tout là, simplement. Tu te rends compte que ça fait partie un peu du deuil du truc pour pouvoir être joyeux. Ouais, tout à fait. Et alors toi, du coup, à qui tu demandes de l'aide quand ça va pas ? Peut-être quand t'es triste, du coup, mais en général, qui est-ce que t'appelles ? Mes amis. C'est souvent eux à qui je me confie, à qui je parle, parce que je sais que j'ai des amis qui sont là depuis longtemps, avec qui j'ai plein de sujets de conversation, on peut parler de tout. Je sais qu'il n'y a pas de jugement, qu'il n'y a pas de... c'est pas bien, même s'ils peuvent avoir leur propre avis, ils m'en font part, mais on en discute toujours, quoi. C'est jamais vraiment fermé, les discussions avec eux, et c'est ça que j'apprécie beaucoup, et je pense que c'est eux, effectivement, qui me soutiennent le plus, dans ces moments-là. Ça a l'air d'être un groupe hyper bienveillant. Ouais, totalement. Ouais, totalement. C'est un groupe mixte ? Vous êtes plutôt des mecs, plutôt des Non, c'est totalement mixte. J'ai mon ami d'enfance, j'ai un bon copain que j'ai rencontré aussi par le biais d'un autre. Enfin, c'est un groupe qui s'est formé petit à petit comme ça, et des bons amis que je sais que même si je vois pas souvent et que je les revois, effectivement, je peux les compter sur les doigts de la main, ça changera pas, mais je sais qu'ils seront toujours là, quoi, s'il m'arrive quoi que ce soit, et j'espère qu'ils savent aussi que je suis là aussi s'il leur arrive quoi que ce soit, pour en discuter, quoi, parce qu'ils m'ont aidé dans certains moments, et ça me donne envie de les aider aussi en retour, quoi. Je pense que c'est un juste retour des choses, tout simplement. Puis quand on tient à ces personnes, on a envie de les aider aussi et de les écouter, quoi, tout simplement, en fait. Et j'ai l'impression vous vous aimez dans ce groupe. Ouais, totalement. Ouais. Comment vous le dites que vous vous aimez ? Comment on se le dit ? On se le dit pas vraiment, mais c'est... Non, je pense qu'en fait, on le sait, tout simplement. On a toujours été là les uns pour les autres, donc je pense qu'avec le temps, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a quelque chose qui nous unit, et ce qu'on peut appeler de l'amour aussi, et pas au propre d'une relation de couple ou des choses comme ça, mais effectivement du vrai amour qui fait que on peut aller de l'avant aussi avec des personnes qui nous accompagnent, quoi, quelque part, tout simplement. Donc non, on se le dit pas spécialement, mais... Pas avec des mots. Pas avec des mots, mais effectivement, quand on est là pour les autres, c'est une preuve, quoi, tout simplement. Oui. Il y a cette théorie qui est assez, que j'aime bien, parce qu'elle permet de réfléchir à comment on dit qu'on s'aime. La théorie dit qu'il y a 5 langages de l'amour. Ouais. Ça peut être du coup de l'amour amoureux, mais ça peut être aussi de l'amour de famille, de copains, tu vois. D'accord. On a tous, du coup... plusieurs façons d'exprimer son amour et de recevoir de l'amour. On est à l'aise de recevoir de l'amour, par exemple. Il y a des gens, ils sont à l'aise de dire je t'aime, mais ils sont pas à l'aise de l'entendre, tu vois. Ouais, ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Du coup, les 5 catégories, c'est avec des mots,
Ouais. Donc, vous, dans votre groupe de copains, ça n'a pas trop l'air d'être le cas. Non. Toi non plus, dans la vie en général, c'est pas toi. Pas Non, trop. c'est Ouais. pas spécialement. Ok. Après, tu as le temps de qualité que tu donnes. Ouais. Après, tu as les cadeaux. Je vais t'offrir quelque chose. Après, il y a les services que je te rends. Typiquement, là, la différence entre ça et un cadeau, c'est un truc que tu allais faire de toute façon. Et je le fais à ta place. Je prends les devants. Je fais en sorte que ce soit plus simple pour toi de le faire. Ok. Il y a le toucher. Et je crois que j'ai dit 5, là, non? Il y a le fait de toucher les Ouais, autres. il me semble. Ouais. D'accord, très intéressant. Tu vois, c'est quelque chose que je savais pas, mais effectivement, ça représente bien ce qu'on peut penser de l'amour, justement, avec une personne. Ouais. Donc, d'accord. Et c'est super intéressant parce que ça permet de te dire cette personne qui est proche de moi, j'ai l'impression qu'elle me dit jamais qu'elle m'aime. En fait, Mais pourtant, elle est tout le temps là. j'ai pas vu, mais ouais. elle me fait plein de services, en fait. Ouais. Et peut-être que les services, pour moi, c'est pas un truc important, tu vois. Mais dès que mon vélo est cassé, elle va le réparer ou dès que... Et en fait, c'est sa façon de me dire qu'elle m'aime. Ouais. Donc ça permet de se dire, ah ok, en fait, cette personne me le dit, mais juste pas dans... Mais différemment que moi, j'aimerais l'entendre. Ou, Pas dans un récepteur qui est facile pour moi d'accès, mais elle le dit, en fait. Ouais. C'est marrant. D'accord. Et du coup, je sais pas toi commenter sur les cadeaux, mais moi j'ai tendance à faire des cadeaux. Souvent, je fais des cadeaux qui me plaisent, parce que j'ai un peu cette intuition que. Si ça me plaît, ça va plaire à l'autre. On a une relation en fait, et le fait que. Alors, on n'aime pas tous la même chose, tu vois, mais le fait que je t'offre quelque chose que moi j'aime, déjà ça va faire qu'il y a des chances que tu l'aimes parce qu'on a cette relation, et mine de rien, nos goûts sont pas si différents. Mais en plus, tu vas avoir mon plaisir de te l'offrir. Ouais. Et ce plaisir d'offrir, en fait, moi, quand je reçois un cadeau, c'est ça qui m'intéresse. Je m'en fiche un peu de ce qu'on m'offre. Je veux juste savoir pourquoi t'as pensé à moi pour ce truc. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait penser à moi dedans. Et c'est ça qui me touche. Ok. Et je me suis rendu compte que je fais ça pour mes cadeaux. C'est-à-dire que je prends pas beaucoup en compte la personne, ce qu'elle aime dans la vie, tu vois. Elle me dit, qu'est-ce que j'ai, moi, envie de lui offrir. Ouais. Et là, pour la première fois, j'ai fait l'exercice inverse. Je me suis assis et j'ai dit, ok, je vais commencer par écrire ce que j'ai envie de lui offrir et pourquoi je ne vais pas lui offrir. Enfin, pourquoi c'est un cadeau à moi et pas à elle, tu vois. D'accord, ok. Parce que sinon, c'est trop dans le devant de ma tête et je vais jamais m'en sortir. Une fois que je l'ai écrit, tu sais, j'avais de l'espace dans ma tête. Ouais. Et j'ai commencé à me dire, ok, maintenant, qu'est-ce qu'elle peut aimer, qu'elle aime, cette personne. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle aimerait faire mais qu'elle n'ose pas faire. Où est-ce qu'elle aurait besoin d'un coup de pouce, tu vois. Ok. Et en fait, j'ai fait un cadeau qui va lui plaire à elle. En fait, j'étais en train de réfléchir à est-ce que c'est un cadeau que je me suis fait à moi en même temps. Je crois pas. Est-ce que je me le suis offert quand même? Ouais. Je crois que j'ai tenu bon. Et en plus, c'est un cadeau où c'est un peu une accumulation de petits mots croisés. Tu vois, c'est un carnet de jeux. Donc en fait, j'ai fait des jeux dedans, des sudoku, des trucs. Et en fait, quand tu fais ça, il y a forcément de la place pour rajouter un texte, rajouter des photos, Ouais. Ok. c'est finalement dur tant qu'il y a des pages blanches, t'as envie de rajouter des trucs. Et donc là, je lutte pour pas rajouter des trucs qui sont des cadeaux à moi et pas à elle, tu vois. D'accord. Et tu dis qu'effectivement, tu l'as écrit sur un papier pour te sortir justement cette idée. Est-ce que tu penses lui mettre quand même ce message à l'intérieur? Eh ben, il y a une partie de moi qui a trop envie. Ouais, je pense que ça peut être intéressant. Il y a une partie de moi qui aimerait trop. Et puis il y a une partie de moi qui se dit, ouais, je sais pas, parce que c'est un peu comme si j'avais fait un dessin, tu vois, et je laisse tous les traits de construction. Ça fait un peu... en fait, c'est bienvenue dans les coulisses de ce cadeau. Ouais, mais après, pourquoi pas? Ça peut être intéressant, justement, de voir comment tu as pu réfléchir à cette idée de cadeau, quoi. Moi, ça me ferait trop plaisir, tu vois. Et j'en parlais avec un copain, et lui me disait, oh non, moi, j'aimerais surtout pas que tu me montres ça. Donc, je sais pas trop. Et puis surtout, en fait, je me dis, si je lui montre la liste des trucs que je pense qu'il pourrait lui faire plaisir, je me grille 6 cadeaux, quoi. Ouais, Si, c'est vrai, ouais, ça c'est pas bête. C'est vrai, c'est pas bête. Bon, garde-la peut-être pour toi alors. Alors, je sais pas, on va voir, je te dirai. Ouais, je veux bien le retour là-dessus, ça peut être intéressant. Puis je me dis, bon, peut-être que je dirai à l'oral, mine de rien. Ouais. Peut-être que cette personne écoutera cet épisode et se dira juste, oh tiens, c'est chouette qu'il ait fait ça, même si dans cet épisode, je dis rien des cadeaux en tant que tel.
Ok. Toi, du coup, quand tu prends soin des autres, ça peut être dans ton métier de coiffeur. J'ai l'impression que c'est vraiment un métier où tu prends soin. Tout à l'heure, tu disais, ils viennent se faire plaisir, les gens, se ressourcer. Ouais, totalement. Et avec tes potes, c'est le temps de ce que tu dis dans le vocabulaire que tu utilises, c'est le temps que vous vous donnez. C'est le temps qu'on passe ensemble, des soirées où on discute, où ça m'arrive de les coiffer aussi, bien évidemment. Parce qu'ils habitent pas forcément à côté et je suis leur coiffeur préféré, donc ils viennent me voir aussi. Mais c'est trop cool ça, c'est un contact vachement intime de se toucher, et entre garçons notamment. Aussi, ouais, totalement. Bah après, moi, ça fait partie de mon métier, donc c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange. Mais c'est vrai que la tête d'une personne, c'est quelque chose de très intime. Effectivement, peut-être que je me mets pas à la place de certaines personnes qui se disent il va me toucher la tête, il va toucher mes cheveux, il va... Non, moi je le prends effectivement comme une matière première en fait. C'est la matière première de mon métier artisanal, donc je le travaille et puis c'est tout quoi. J'en fais un peu ce que je veux. Vous faites des câlins ? Les autres veulent. Oui, ça arrive parce que j'ai une amie qui est elle pour le coup très tactile et qui a besoin, qui aime les câlins. Donc ça arrive de faire des câlins. Ok. Et alors toi, comment tu te ressources ? Parce que j'imagine que des fois ça doit vider de faire une journée à prendre soin de gens, à les aider à se ressourcer. Ouais, totalement. Moi, après une journée de boulot, j'aime bien être tranquille chez moi en réalité. Mm-hmm. Parce qu'on entend du bruit quand même toute la journée. C'est un métier où je fais je ne sais pas combien de pas par jour, où je piétine beaucoup, où je fais des allers-retours dans le salon incalculables. C'est quand même quelque chose de physique. J'aime bien me ressourcer chez moi tranquillement. Tout seul, des fois dans le calme, ou alors je me mets de la musique, et puis voilà, quoi. Ouais, c'est un truc que j'avais totalement sous-estimé la première fois que j'ai été vendeur en magasin. Ouais. Les 2 premiers jours, j'en pouvais plus. C'est atroce, hein. Tête debout, j'étais là genre, waouh, je vais jamais... Qu'est-ce qui se passe ? Laissez-moi m'asseoir. Ouais, moi c'était effectivement, les 3-4 premiers mois où pour le coup j'ai vraiment fait mon métier, ça fait mal aux pieds, ça tire sur le bas du dos, ça fait mal aux épaules. Oui, parce qu'en plus, toi, t'es grand, donc c'est beaucoup de choses sont pas à ma taille au salon, donc c'est pas évident. Ouais, effectivement, je fais beaucoup de squats. Je m'entretiens physiquement comme ça, on va dire. C'est quand même quelque chose de très physique et je pense que ceux qui sont pas du tout dans le métier et qui vont chez le coiffeur, effectivement, pour certaines personnes, c'est plutôt rapide. Ça peut être une demi-heure. Généralement maximum 1 heure pour certaines clientes. Moi, il y a des clientes avec qui on prend beaucoup plus de temps parce que du coup, le travail demande plus de temps. Mais pour les personnes qui ne viennent pas régulièrement, qui viennent rapidement, je pense qu'elles ne se rendent pas compte de tout ce qu'il peut y avoir derrière, effectivement, si on s'y intéresse pas. Oui. Si on s'y intéresse, forcément qu'on s'en rend compte, mais si on s'y intéresse pas, quelque part, on ne peut pas imaginer qu'il y ait toute cette endurance physique aussi qu'on peut avoir pour tenir une journée, ou rien que le sèche-cheveux, la brosse, tout ça, c'est... des gestes répétitifs à longueur de journée, Ça fait les avant-bras ou pas trop ? Plutôt surtout les épaules. Les épaules. Je travaille beaucoup sur mes jambes, justement, parce que les sièges, même s'ils sont réglables, des fois, on va pas non plus faire monter, descendre le client. Je pense que sinon, au bout d'un moment, il peut en avoir un peu marre. Quoique ça peut être drôle, mais... Bienvenue au manège. Ouais, voilà, c'est ça. Mais... Non, effectivement, c'est quelque chose qui est quand même fatigant quand on a des grosses journées de boulot, que ça s'enchaîne, à savoir qu'on n'a qu'une demi-heure pour manger aussi. Moi, on fait du non-stop, effectivement, on fait des roulements sur la pause de midi, mais on n'a qu'une demi-heure pour manger, donc c'est quand même relativement rapide. Et quand on fait du 9h-19h avec une demi-heure, quand on a fini la journée... on a envie de se reposer, quoi, en fait, tout simplement. C'est quand même une journée de 11h30, finalement. Ouais, voilà, presque, quelque part. Donc, j'aime bien, effectivement, me reposer chez moi, tranquillement. Et tu fais du sport à côté, du coup Non. Plus depuis que je travaille, alors que j'en faisais beaucoup avant. Tu faisais quoi ? J'ai fait beaucoup de gymnastique, étant petit.
J'ai fait du tennis, j'ai fait beaucoup de musique aussi, qui n'est pas un sport, mais qui me prenait beaucoup de temps à côté. Tu jouais de quel instrument ? De la flûte traversière et du piano. Ok. Et je sais plus où on voulait en venir du coup par rapport à ça. Tu disais que toutes ces activités ont l'air de s'être arrêtées. Oui, effectivement. Donc non, j'arrive quand même à garder un petit peu la musique qui est le vendredi soir. Moi, ça me fait une échappatoire effectivement avant d'attaquer le rush du samedi qui est une grosse journée. Ça permet de me poser un peu l'esprit, de jouer avec d'autres personnes parce que je fais partie d'un orchestre depuis une dizaine d'années à peu près. Ah, génial, un orchestre symphonique. Un orchestre, c'est surtout en fait les musiciens de la ville qui se rassemblent, mais c'est pas l'orchestre symphonique comme on peut l'entendre, parce qu'on a vraiment un peu de tous les instruments. Et du coup, c'est vraiment un moyen de décompresser un petit peu ça aussi, même si j'ai pas forcément la motivation d'y aller après le boulot, parce que ça a l'air. Parce que je termine à 19h, le temps de prendre mon bus, je sais que j'arrive déjà en retard à la musique, que j'ai presque une bonne demi-heure de voiture. Des fois, on n'a pas envie de conduire après la journée de travail, sachant que c'est l'heure où tout le monde part, donc on termine dans les bouchons. Enfin, c'est beaucoup de choses qui font que j'ai pas spécialement la motivation d'y aller des fois, mais alors quand je rentre, ça me fait un bien fou et... Tu te forces à y aller ou des fois tu t'autorises à le sauter? Des fois je m'autorise à le sauter. Quand je termine un peu plus tard le boulot, sincèrement, quand j'arrive chez moi qu'il est déjà 20h, que la musique commence à 20h, je me fais non. Non, ça m'arrive. Ça m'arrive, ouais. Mais ça me fait quand même du bien d'y aller à chaque fois. Quand je me force, quand j'ai pas envie, mais quand je me force, à chaque fois quand je rentre, je me sens plus détendu, quoi. Donc je pense que c'est l'essentiel aussi, quelque part. Vous faites des représentations, parfois? Ouais. On peut venir vous voir? Bien sûr, ouais. Après, on n'en fait pas trop dans la région, parce que du coup, mon orchestre est à Rive-de-Gier, donc dans la Loire, en direction de Saint-Étienne. Okay. Et donc, on fait plusieurs représentations à l'année, des concerts. Ce qui est bien, c'est qu'on fait plusieurs styles de musique. On n'a pas toujours le même programme. On passe du jazz à de la musique classique, à de la musique de film. Et c'est ça qui est intéressant aussi, de vraiment, du coup, jouer de plein de styles de musique différents, quoi. Donc, oui. Mais si tu veux, tu peux venir me voir. Et si des gens qui nous écoutent ont envie, comment on vous trouve sur les internets? Très difficilement. Non, comme c'est pas... en fait, c'est l'ensemble orchestral de Rive-de-Gier. Je pense qu'il doit y avoir une page internet, de toute façon, dédiée à celle-là, mais on fait des petits concerts, on remplit pas non plus des grandes salles. C'est vraiment la famille, des amis, de ceux qui jouent à l'orchestre, généralement, qui sont là dans le public. Donc... on fait quand même de la bonne musique, mais c'est pas non plus comme si on se donnait des gros objectifs mais je pense que je vois de bien, mise en place ou des choses comme ça. Mais... C'est quelqu'un dans ma famille qui fait ça. Et en fait, c'est un truc que je ne serais jamais allé voir de ma vie sinon. C'est vrai. En fait, c'est sympa. C'est vraiment des soirées sympas. Ça fait passer une soirée un peu différente de ce qu'on peut avoir l'habitude de faire, en fait, tout simplement. Si on s'intéresse à la musique et qu'on aime ça, non, c'est vrai que ça peut être intéressant. Après niveau communication, je sais pas trop comment il fonctionne. Il n'y en a pas des masses, on fait des affiches, mais c'est souvent posé dans les villages ou les choses comme ça. De moi, si j'en pose une au salon sur Lyon, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui vienne nous voir, quoi. Je suis pas sûr que ça a un gros impact. C'est à force d'en parler. Ouais. Tu viens d'une famille de musiciens ou rien Absolument à voir? pas. Absolument pas, c'est toi qui as commencé ça. Okay. Puis je suis le seul dans la famille à en faire quelque part, en parlant de mes parents et ma sœur. Après, j'ai d'autres grands-oncles et grandes-tantes qui en ont fait, un cousin aussi qui en fait, mais non, dans ma famille proche, il n'y a que moi. Ok. Est-ce que toi, tu as grandi avec un papa, un père? C'était comment à la maison? C'était bien. Non, moi j'ai un bon papa. Mes parents sont toujours ensemble. Non, je pense que j'ai pas eu une enfance compliquée, difficile. L'adolescence, toujours un petit peu, parce que forcément on se rebelle, on apprend à se découvrir aussi. Donc, mais je pense que ça fait partie de l'histoire d'une vie. Et puis voilà, non, ils ont toujours été là pour me soutenir. Non, ils ont un bon rôle de parents, pour le coup. Ah, c'est chouette, je pense que tu es le premier invité que j'ai qui
qui a eu un papa. Ah ouais. Ouais. Alors, la plupart ont eu un père, hein, Ouais. et personne n'a eu de papa, ou alors c'est venu très tard, une fois parti de la maison et tout. D'accord. Comment c'était d'avoir un papa? C'est quoi les moments qui comptaient pour toi? Qu'est-ce que vous avez partagé? Bon, on a partagé plein de choses. Mon père, c'est quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de choses, qui aime transmettre aussi, donc qui est très curieux d'apprendre. Et je pense qu'il m'a transmis ça aussi parce que bon, lui, il aime beaucoup tout ce qui est mécanique, bricolage, tout ça. Moi, c'est un peu moins mon domaine, mais quand j'étais petit, je passais quand même du temps avec lui pour découvrir ce qu'il aimait faire, ce qu'il faisait. Et puis, bon, des fois, ça m'énervait un peu parce qu'il m'obligeait à venir voir ou à venir l'aider alors que j'avais envie de faire d'autres choses. Mais, Terrible. Nous, on avait ça à la maison. ouais. Notre père nous appelait parce qu'il avait besoin de main-d'œuvre. Et alors là, tout le monde se cachait. Que tu savais absolument pas pour combien de temps t'étais parti. C'est Ça se ça. trouve, c'était 4 minutes. Ça se trouve, c'était vraiment 3 heures, quoi. Ouais. Parce que je pense que mon père a le niveau de bricolage où il sait à peu près tout faire, mais il sait pas bien ni combien de temps ça va lui prendre, ni comment faire. Et il va trouver, mais il sait pas te l'expliquer. Ah, moi aussi, on l'appelle MacGyver dans la famille. Il arrive à peu près à tout faire, mais toujours système D. Et il arrive à t'expliquer, parce que moi, le mien peut pas m'expliquer pendant qu'il fait. Alors, moi, mon cerveau a besoin de comprendre globalement ce qu'on va faire pour après m'intéresser à chaque étape. Ok. Et du coup, ça a été, je pense, un obstacle énorme. Et il moi qui arrivait m'intéresse pas, à ce qu'il fait, tu vois. Ouais. Toi, le tien, il arrive à Alors expliquer. il arrivait quand même à m'expliquer un petit peu, mais après, c'était moi qui m'y intéressais pas, tout simplement, quoi. Ouais, ok. Voilà. Donc, plutôt du partage sur des activités, en Ouais, fait. sur des activités, on a fait... ils aiment bien, ils sont très sportifs aussi quand même. Mes parents, ils font beaucoup de vélo, beaucoup de marche. Ils voient souvent leurs cousins, cousines. Quand il y avait des grands jours fériés ou des ponts ou des week-ends sur 3 jours, on partait souvent en famille faire des randonnées vélo. D'accord, ok. Ou alors partir aux 4 coins de la France. Vraiment, ils m'ont fait beaucoup voyager. Pour le coup, j'ai visité beaucoup de paysages. J'ai beaucoup marché, j'ai beaucoup pédalé, j'ai fait plein de choses. Non, j'ai vraiment fait plein de choses avec eux. Ce qui est très intéressant aussi, du coup, pour découvrir, en fait, toutes ces choses-là, de toute façon, tout simplement. Oui, clairement, c'est quand même un plus d'avoir pu faire du vélo avec sa famille. Ah, mais et totalement. Pas ça peu plus tard, à 30 ans, quand tu fais des vacances de vélo la première fois. Ouais. Ah non, mais totalement. Non, je sais que j'ai eu cette chance-là et je leur en remercie parce qu'ils auraient pu ne pas me faire découvrir toutes ces choses, mais comme eux, ils s'y intéressent aussi et qu'ils aiment bien vadrouiller, on n'a pas forcément le choix de les suivre au début, mais quand on sait des fois, adolescent, dire ok, on part 4 jours, on va faire que du vélo pendant 4 jours, et quand je dis toute la journée, c'est toute la journée. On n'a pas spécialement envie, mais en y repensant avec du recul, c'est vrai que j'ai vu des paysages magnifiques, non, c'est quand même bien, non, je pense que c'est important. Est-ce quelqu'un que t'admires, ton père? Ouais. Tu l'admires sur quoi? Sur sa façon d'être, sa façon de penser, c'est quelqu'un de très réfléchi qui, même dans des situations qui le mettraient mal à l'aise, il arrive toujours à prendre du recul pour essayer de comprendre, pour essayer de calmer les choses. Non, je vais pas dire que je le vois comme un ange gardien, mais c'est quelqu'un, je sais que si j'ai un problème, qui essaiera toujours de trouver une solution. C'est pas forcément la première personne vers qui je voudrais me tourner pour parler de mes soucis. Je vais d'abord vers mes amis, mais je sais que mon père, il est quand même là si j'ai besoin pour m'aider et m'épauler, quoi. Il a vraiment son rôle de père, pour le coup. Il peut avoir un rôle de confident et d'accueil de tes émotions, un peu de... Non, c'est quelque chose qu'on parle un peu moins dans la famille, même si du coup, il y a certaines choses de la vie qui font qu'ils sont en contact aussi avec les émotions qu'on a. Donc forcément, on est obligé un petit peu d'en parler, mais moins approfondi avec mes amis. Non, j'aurais plus de mal à me confier de ces points de vue-là avec eux. Ouais. Ok. Est-ce que... qui t'a fait un petit peu ton éducation sexuelle en termes de contraception, de à quoi ça ressemble, voici à quoi tu peux t'attendre,
Ni l'un ni l'autre. Pas tes parents. Non, ouais, c'est Ouais. vraiment quelque chose, effectivement, qu'on discute un peu moins de Ouais. ça avec la famille. Donc, non, on en parlait en cours. Enfin, on a eu des discussions, mais il n'y a jamais eu le moment, comme on peut voir dans les films ou les choses comme ça, où, comme il peut se passer en famille, bah, on va t'expliquer vraiment comment ça peut se passer, qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça. Non, il y en a déjà. Enfin, il n'y a jamais eu. C'est toujours dans des. Dans des discussions qu'on pouvait avoir à table ou des choses comme ça, où il glissait juste des petites informations. Enfin, c'est vraiment pas quelque chose sur lequel on s'est dit il faut qu'on en discute, Ouais. quoi. Mais Ils t'ont acheté des préservatifs quand tu partais en colo? non. 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 Bah, je partais, j'étais jeune en colo, donc c'est jamais rien passé en colo. Mais non, ils m'ont jamais acheté de préservatif, mes parents. Ok. C'est un sujet sur lequel toi, t'étais relativement à l'aise, ou c'était un sujet inconfortable avec un peu de honte? Genre, souvent, quand on achète ses premiers préservatifs, on les cache au milieu d'autres courses, tu sais, genre. Bah oui, je pense qu'effectivement, au début, parce que c'est quelque chose qu'on connaît pas, qui peut nous impressionner, je pense que tout le monde peut avoir ce petit ressenti-là, mais après, je me dis, tout le monde le fait, donc pourquoi pas moi, quoi. Enfin, tout simplement, en fait, ça fait partie de la vie, quoi. C'est important de se protéger, donc faut en acheter, et puis voilà, quoi. Ok, c'est devenu un truc normal, hein. Tu l'as normalisé, toi. Ouais, quelque part, ouais. Ok. T'as plutôt des partenaires qui sont des femmes, des hommes? Des hommes. Des hommes, ok. Ouais. Comment ça se passe, la protection, du coup, avec des partenaires qui sont des hommes? Est-ce que y en a un qui achète plus les préservatifs? Est-ce que c'est les deux? Comment ça a été, toi, dans tes couples ou dans tes aventures? Alors, j'ai surtout été au début, j'étais en couple avec des femmes, donc c'est effectivement, non, moi, j'achetais de mon côté, parce que du coup, voilà, quoi, je pense que c'était à moi d'acheter ça de mon côté, tout simplement. Et, T'as dit que tu penses ou tu pensais? Tu penses encore aujourd'hui? Après, quand on connaît une personne, parce que ça reste quand même quelque chose de morphologique, où il y a plusieurs références, il peut y avoir plusieurs tailles, donc quand on se met en couple avec quelqu'un, quand on apprend à connaître, notamment quand c'est une fille, je pense qu'elle peut pas savoir quelle taille il faut acheter ou des choses comme ça, donc je me dis, je pense que c'est normal que ça soit l'homme qui achète ses préservatifs par rapport à comment il peut être formé, mais Ok. voilà, quoi, tout simplement. Ouais. Plutôt sur je une pense question qu'effectivement, d'adaptation, quoi. c'est notre propre protection aussi, quelque part, donc autant qu'elle nous convienne à nous, quoi. Ok. Ça m'intéressait de savoir pourquoi. Non, mais c'est... écoute, tant mieux. Comment... si j'ai pu répondre à ta question. Ouais, grave. Et comment ça se passe ensuite avec les hommes? Avec les hommes, en fait, c'est plus ou moins la même chose. J'ai été en couple avec 2 hommes et au début, protection. Et puis, quand on voit que ça peut durer, que ça peut donner à quelque chose, il suffit de faire les tests, voir. Et puis après, on élimine petit à petit, quoi. C'est tout simplement. Ouais. C'est toujours un moment très rigolo d'aller faire des tests parce que, pour plein de potes à moi, c'est rigolo. Moi, j'aurais pas dit ça comme ça. Moi, assez, parce que t'as toujours un peu ce truc de. C'est très ritualisé. C'est un lieu anonyme, c'est gratuit. Ouais. Tu y vas, tu sais pas quand tu passes. Il y a un premier questionnaire, souvent c'est une première dame qui te le fait remplir. T'as des petits paravents qui te cachent. Ouais. Tu vas dans une deuxième pièce. Ça y est, c'est à ton tour. Il y a à nouveau des questions. On te fait une prise de sang, tu pars. Ça va prendre une semaine entière si tu passes par ce système gratuit. Et ils peuvent pas te donner tes résultats, sauf si tu reviens avec le code secret qu'ils t'ont donné. Ouais. T'as l'impression d'être un agent secret. Et alors, les premières fois où quand t'as déconné, t'es vraiment hyper stressé, tu te dis, oh là là, ça y est. Il peut arriver tout et n'importe quoi. Ça y est, je vais mourir, ou j'ai une maladie de fou. Et donc, il y a un peu tout ce grand rituel, quoi, tu vois. D'accord, que tu trouves marrant, du coup, au final. Ouais, mais je pense que je le trouve marrant parce que je me suis testé très régulièrement et j'ai eu la chance de jamais rien avoir, en fait. Okay. Je pense qu'à partir du moment où t'as quelque chose, ça doit être beaucoup moins marrant. Ouais. J'imagine. Et puis j'ai découvert que
tu peux aussi passer par un circuit beaucoup plus court où en 2 jours, tu as tes réponses. Ouais, bah, il suffit d'aller voir un médecin qui a une ordonnance et ils peuvent prescrire en labo. Ouais. C'est juste qu'il faut passer par la case rendez-vous de médecin, 23 € aussi, ou 25. Ouais. C'est sûr. Autant en profiter quand on fait une routine. Puis j'ai l'impression que c'est toute une institution. Tu sais, c'est des centres qui ont été mis, les centres anonymes, du coup, c'est les centres qui ont été mis en place quand il y a eu le sida. Ouais. Donc c'est vraiment une politique étatique de protection. Au début d'ailleurs c'était pas anonyme, ou en tout cas il y avait un débat sur est-ce que ça va être anonyme. Ok. Et alors je vais raconter l'histoire que je pense être vraie, ça se trouve c'est pas la bonne du tout. Ouais. Mais je crois qu'au début c'était pas anonyme, et du coup personne n'y allait. D'accord. Parce que tu veux pas être sur le fichier des gens qui ont le sida, on sait pas à quoi ils servent ces fichiers. Je pense qu'il y avait les souvenirs de la guerre aussi qui étaient pas trop loin. Et en fait à partir du moment où c'est devenu anonyme, ça marchait. Ouais. Et puis on n'avait pas le même recul aussi sur la maladie par rapport à ça. Ouais. Puis il y a d'autres maladies, et donc c'est trop cool aujourd'hui que ça fait 40 ans que ça existe, un truc comme ça, et en fait c'est toujours anonyme, c'est toujours gratuit. Et ça continue de fonctionner, et il faut y aller. Ah, c'est top. Toi, ça t'a posé question de commencer à avoir des expériences avec des mecs, ou est-ce que ça a été très naturel, très fluide pour toi ? Non, je pense que ça a été un peu un chamboulement aussi dans ma vie à cette période-là, parce que je l'ai toujours plus ou moins su au fond de moi, mais même si on dit que les temps ont changé, il y a quand même la société qui nous met la pression sur certains codes, sur certaines choses, donc c'est... Non, effectivement, c'était une grosse période de remise en question envers moi-même, envers ce que pouvait penser ma famille, mais... Ils savent aujourd'hui ? Ah ouais, totalement, ouais, totalement. Et non, c'était pas évident au final pour eux, mais maintenant, ça paraît logique. C'est pas quelque chose non plus qui continue de les choquer. Comme on n'a jamais vraiment parlé de ça aussi avec mes parents, on n'en vient pas à chaque fois à mettre le sujet sur la table. Du coup, comment ça s'est passé ? Tu leur as annoncé, il y a eu assez peu de réactions et vous n'en avez jamais reparlé. C'est surtout que quelque part, je leur ai annoncé, parce que j'étais en couple avec une fille depuis à peu près 1 an et demi, et que mes parents avaient totalement accepté dans la famille, avec qui j'ai quand même gardé bon contact. Et en fait, je leur ai annoncé du coup mon homosexualité, et par la même occasion que du coup je rompais avec cette personne-là. Donc je pense que j'ai pas fait les choses effectivement comme les autres peuvent le faire en présentant une personne. Au contraire, moi je l'ai fait en disant je quitte cette personne, mais je vous explique la raison en fait. C'est aussi très symbolique. Comment ça s'est passé pour toi ? Est-ce que t'étais du coup avec cette fille, on n'est pas obligé de la nommer en fait. T'étais avec cette fille, et puis à un moment tu t'es dit ok, là c'est plus possible, je vais la quitter parce que en fait au fond de moi je suis homosexuel, ou en tout cas j'ai envie maintenant d'avoir des expériences avec des hommes. Est-ce que t'avais exploré des trucs avec des hommes avant, ou c'était juste le mûrissement d'une réflexion personnelle et de l'écoute interne ? Non, j'avais déjà essayé effectivement. Je savais que c'était quelque chose qui me plaisait, mais comme je te dis, la société fait que tu ne peux pas forcément. Non, mais je pensais. Ça a été un questionnement parce que j'avais à cette époque un très bon ami à moi, de qui en fait j'étais amoureux totalement, et il y a eu une rupture contact brutale du jour au lendemain sans plus aucune nouvelle. Il faisait partie de notre groupe d'amis avant, et en fait c'est là où, quand cette personne a totalement arrêté, a coupé les ponts avec tout le monde et a arrêté de nous parler, je me suis dit mais pourquoi je suis aussi mal que ça en fait, et vraiment j'étais vraiment pas bien, parce que j'étais totalement amoureux de cette personne-là. Et pour bien comprendre, elle a coupé les ponts parce que tu lui as annoncé que tu étais amoureux de lui ? Non, absolument pas. Non, juste ça, c'est un autre événement. Elle a coupé les ponts. Total autre événement random, et random. Pas par rapport à ça, quoi. Pas relié, ouais. Et non, en fait, ça m'a fait énormément de mal, et du coup on en a discuté avec ma copine de l'époque, et petit à petit je me suis dit mais en fait c'est ça quoi, tout simplement, j'étais amoureux de lui, et j'aimais cette personne aussi, mais je ressentais pas la même attirance que je pouvais avoir, tout simplement en fait. Ça a dû être c'était très douloureux, c'était vraiment très douloureux, et la copine avec qui j'étais à l'époque, que du coup j'ai quitté, c'est elle qui m'a réconforté et soutenu.
Une force de la nature, quelque part. Ouais, Non, très compréhensible très belle aussi. posture. Ouais, non, mais c'est pour ça que je suis resté en contact. On se parle beaucoup moins, on se parle peu, mais on arrive quand même à se revoir de temps en temps et à se donner de nos nouvelles, à savoir comment on va, comment ça se passe maintenant. Et... Non, je pense que non, j'ai des très bons souvenirs avec elle. J'ai passé 1 an et demi de ma vie avec elle, si ce n'est pas plus. Donc non, elle fait quand même partie de moi, cette personne. C'était quoi, toi, du coup, alors, tes craintes quand t'as commencé à te dire « Ok, en fait, je suis homosexuel », et t'as cette personne qui te soutient énormément, c'est super, t'as un peu l'appréhension aussi de le dire à tes parents, mais peut-être par rapport à toi et ton homosexualité, par rapport à la société, qu'est-ce qui te faisait peur ? Déjà, rien que par rapport à mon métier, de tomber dans le cliché. Et j'y suis totalement dedans. En fait, ouais, j'aime pas les clichés, j'aime pas que les gens se disent il s'habille comme ça, il est comme ça, il fait ça dans la vie, il est comme ça. En fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui me dérange un petit peu de cette société. Et en fait, c'est vraiment par rapport à ça, de dire je me présente, je suis coiffeur. Il est gay, quoi, tout de suite. C'est vraiment quelque chose, ça, qui me gêne encore un petit peu, parce que je sais que plusieurs qui sont dans les clichés, plusieurs personnes peuvent encore le penser. Ça me dérange un peu, mais après, comme je dis, je reste moi-même, quoi, au final, et ça regarde personne d'autre, quelque part. Tout simplement. C'est marrant, du coup, c'est vraiment être un cliché. Ouais. C'était ta plus grande peur. C'était pas tellement de te faire embêter dans la rue ou quoi, c'était vraiment pouvoir être mis dans une case. Non, embêter dans la rue, ça, même sans vouloir me l'avouer, le fait d'être homo ou non, dans la rue, je pense que les personnes, il n'y a pas un panneau qui clignote au-dessus de les gens. Si quelqu'un a envie de nous emmerder, il vient nous emmerder. Ouais. Que ça soit un homme, une femme, ou je pense qu'on s'est tous fait plus ou moins embêter dans la rue, j'imagine. C'est quelque chose qui est vraiment pas agréable. Ouais. Mais non, je pense pas que ça soit cette crainte-là par rapport à ma sexualité. Non, je pense qu'on peut tous tomber sur des mauvaises personnes à n'importe quel moment, et puis c'est tout, quoi. Ok. Et avec tes parents, du coup, tu leur as annoncé que tu quittais ta copine de l'époque parce que tu étais homosexuel. Ouais. Là, et ça a été dur à prendre pour eux aussi, parce qu'ils devaient faire le deuil de cette personne qu'ils avaient acceptée. Oui, aussi, ouais, totalement. Et qu'est-ce que tu penses qu'il y avait d'autre ? De ce que tu dis, vous n'en avez jamais vraiment reparlé, mais dans leur acceptation, qu'est-ce que tu penses qui les a aidés ? Mon cousin avait fait son coming out 1 an auparavant, mais ses parents étaient très compréhensibles aussi. Donc je pense que ma mère a beaucoup parlé à sa sœur par rapport à ça, et ça, je pense que ça les a aidés. Mais non, ce qui a été compliqué pour eux, effectivement, c'était plus le côté, j'imagine, effectivement, comme on n'en a pas reparlé, mais est-ce que je vais du coup avoir des petits-enfants, des choses comme ça ? Je pense que ça, c'est quelque chose, peut-être qu'en tant que parent, ils auraient bien aimé. Bon, heureusement qu'il y a ma sœur qui a 2 enfants, donc je me dis, c'est bon, elle a sauvé les pots cassés. Mais non, je pense effectivement, ça peut être une crainte qu'ils peuvent avoir de ce côté-là, de dire, j'en aurai peut-être pas d'autres, de mon fils en tout cas. Enfin... ma mère, le côté social, ça va se savoir dans le village, ça va discuter, tout ça. Vous venez d'un petit village ? Ouais, on était dans un petit village, ça va se savoir, tout ça, faut pas le dire. Je fais, mais... c'est toi que ça dérange, c'est pas moi, là, pour le coup. Non, je pense qu'elle a mis du temps à s'en rendre compte, en fait, au final, que c'est à elle de l'accepter et pas à moi de dire, non, faut le cacher. Voilà, tout simplement. Ouais, c'est marrant, c'est une étape, c'est marrant, c'est surprenant plutôt que marrant, mais j'ai l'impression que théoriquement c'est très bien accepté. Ouais. Si mon enfant était homosexuel, aucun souci. Et en fait, quand ça t'arrive en tant que parent, tu te surprends souvent à avoir ce petit bouleversement interne et à pas comprendre pourquoi ça me fait quelque chose, en fait. Ouais. Et j'ai une copine qui est partie marcher sur le 1GR en montagne. Elle a fait une grosse partie des Pyrénées cet été. Ouais. Et elle a marché avec notamment un mec qui venait d'apprendre que son
Non, c'était une femme, pardon. Une femme qui venait d'apprendre que sa fille ou son fils était homosexuel. Et qui tombait des nues comme ça. Putain, moi, je pensais que j'étais OK avec. Et en fait, merde, ça me fait quelque chose et je comprends pas. Et du coup, je prends ce temps pour aller marcher seul. Et réfléchir à autre chose. Non, je pense que c'est important. Ouais. Et je trouve ça hyper intéressant de se dire que pour les parents aussi, c'est tout un processus. Parce que pour nous, en tant qu'individus, la question de la sexualité, c'est un processus où on apprend. Ça donne très envie, puis il y a cette première fois qui peut être un petit peu terrifiante, puis on est de plus en plus à l'aise, et puis il y a d'autres explorations. Est-ce que j'aime prendre des choses est-ce que j'aime la pénétration anale? Est-ce que j'ai envie que ce soit des gens de différents sexes? Est-ce que j'aime faire l'amour sans pénétrer? Qu'on soit hétérosexuel ou homosexuel, tu vois, il y a plein de choses. Aussi, ah ouais, totalement. Et cette question de est-ce que je suis attiré par les gens qui sont du même sexe que moi? Ou plutôt, est-ce que j'accepte cette exploration? Elle n'est pas simple. Parce qu'on est... Moi, je vais parler de moi, du coup. Moi, j'étais très... je me suis découvert des voix intérieures qui disaient « Oui, mais du coup, on va être homosexuel. » Non, c'est pas parce que tu couches une fois avec un homme ou que t'as des partenaires qui sont hommes maintenant que t'es dans une case à vie. Ouais, totalement. Et en fait... Quoi, si on est homosexuel, c'est pas si grave, tu vois. Bah ouais, totalement. Et je m'étais rendu compte que moi, j'avais très peur d'être homophobe. Ok. Et du coup, je me posais beaucoup de questions et je faisais des tout petits pas vers être homosexuel pour me rassurer sur le fait que j'étais pas homophobe. D'accord. En fait, j'avais très peur que être juste hétéronormé, c'était quelque part refouler une partie de moi que j'aurais... que j'oserais pas regarder. Et donc, j'avais besoin d'aller voir là un petit peu. Et c'est une exploration qui est pas finie, tu vois. Là, je suis en train de me rendre compte qu'en fait, même si je trouve des hommes séduisants et beaux de temps en temps, en fait, c'est super rare. Ouais. Et quand ça arrive, c'est cette personne. Donc, de temps en temps, il y a... c'est surtout la personne... De temps en temps, il y a une personne qui me plaît, en fait. Ça, je trouve ça assez intéressant de se dire... de recentrer le débat sur ça. En fait, qu'est-ce qui me touche chez l'autre être humain qui est devant moi et pas tellement sur merde, est-ce que je suis homosexuel ou pas? Qu'est-ce que ça change pour ma famille? Qu'est-ce que ça change pour la projection de famille? Est-ce que je voulais avoir des enfants? Non, en fait, non, c'est surtout... Qu'est-ce qui t'émeut chez l'autre? Ouais, c'est ça. Ouais. De découvrir toi en tant qu'individu aussi, à dire qu'est-ce qui me plaît, quoi, au final. Plutôt, c'est la rencontre avec la personne, quoi. Ouais. Si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça, je crois. Hein. Et du coup, ça, c'était hyper intéressant, moi, de me rendre compte de ça pour moi. Et puis, dans mon entourage, il y a quelqu'un qui a fait son coming out récemment. Et puis, de voir comment les adultes, entre guillemets, peuvent réagissent. Et puis, dans quelles réflexions ils sont. Ouais. Nous, on vient d'une famille où c'est très ouvert. Même les grands-parents, qui par ailleurs sont racistes comme tous les grands-parents, tu vois, disent être très ouverts sur l'homosexualité et qu'il n'y a aucun problème et tout. Mais il y a quand même eu ce petit moment de... d'un côté, ils en avaient jamais vraiment parlé et les cousins qui sont homosexuels chez moi, les grands-parents faisaient toujours une petite remarque. C'était fou parce que c'était assumé, tu vois. Je suis homosexuel, voici mon copain, voici ma copine. Ouais. Et ils viennent au repas de famille depuis 2 ans maintenant, tu vois. Donc, c'est installé. Okay. Et les grands-parents finissaient toujours par faire une petite phrase innocemment de vieux, tu sais, genre comme s'ils avaient un peu oublié. Oui, alors, comment ça va avec les filles? En fait, mon copain est juste là, et je le connais depuis 2 ans, en fait. Donc ça, c'était un côté de la famille. Je vois. Mais eux, ils n'ont jamais parlé du fait que c'était très accepté. Et de l'autre côté de la famille, qui parle du fait que, bien sûr, il n'y a aucun problème, c'est très accepté et tout, c'est pas les mêmes cousins. Ouais. Et les cousins de ce côté-là, on lui a jamais dit, en fait. D'accord. Parce que ça ne nous appartient pas de le dire, c'est aux personnes concernées de le dire. Et ces personnes-là partent du principe que, en fait, si j'étais hétérosexuel, j'aurais pas à avoir une conversation avec ma mamie pour lui dire je suis hétérosexuel. Oui, aussi. Ouais, et donc, vu que je suis homosexuel, ça m'appartient et j'ai pas à lui dire. Si on en parle un jour, aucun souci, tu vois. Ouais. Mais j'ai pas à lui dire. Ok. Du coup, je comprends. À ce niveau générationnel, on sait pas comment elle va réagir. Comment elle peut réagir. En tout cas, les parents, ils ont réagi très tranquillement et pour être proche de cette personne niveau parent, tu vois, elle est très... Il y a une de ces personnes, c'est une femme qui est vachement dans la compréhension et tout, mais qui se pose aussi des questions, qui se dit mince... En fait, moi j'ai des peurs par rapport à l'homosexualité qui sont... mon enfant, il va être emmerdé. S'il tient la main de son copain dans la rue, il va
c'est pas accepté encore si bien que ça. Ouais, C'est totalement. beaucoup mieux, tu vois. Et du coup, il y a toute cette crainte pour son enfant. Ouais, mais ce qui assez est intéressant compréhensible à aussi, découvrir. quelque part. Ouais. Parce qu'un le rôle de parent, c'est de s'inquiéter pour l'avenir un peu de ses enfants, donc ça se comprend. Ouais. Mais des fois, c'est trop. Ouais. Faut pas oublier que les enfants, ils grandissent et qu'ils commencent ça. à créer leur propre vie et que nos parents nous imaginent toujours un chemin quelque part un peu tracé, de dire il pourrait être comme ça, il pourrait être comme ça, et puis au pourrait faire final, des on n'est études. jamais comme Ouais, les ouais. parents l'imaginaient. Leur plus grande déception, je pense. Mais le tout, au final, c'est d'être soi-même, d'apprendre à se découvrir, quoi, quelque part. C'est pour tracer aussi sa propre vie. Et je trouve ça hyper intéressant de cette notion de le rôle des parents, c'est de s'inquiéter pour qu'on aille bien. Je pense que c'est vrai jusqu'à un certain âge. Et puis à un certain âge, on n'est plus tellement l'enfant de nos parents, dans le sens où on n'est plus leur responsabilité. Ouais. Et il y a plus une relation d'égal à égal qui se dégage. En tout cas, moi, dans ma famille, petit à petit, Ouais. où maintenant on est des adultes. Et Ouais, du coup, pas on forcément est des adultes entraînant à égalité. les mêmes sujets de conversation ou des choses comme ça, tu veux dire, peut-être? Non, juste que c'est plus leur responsabilité qu'on aille bien. Ouais, ok, d'accord. Et du coup, ils n'ont plus à s'inquiéter pour nous, quelque part. Ouais. Alors, ils s'inquiètent un peu comme tu t'inquiètes pour ton pote, parce que on sait, mais voilà, tu vois, mais il y a ce changement-là. Et puis, il y a ce changement aussi générationnel. On a accompagné mes grands-parents vers la mort, là, récemment, et puis vers la maison de retraite, pour certains. Ouais. Et du coup, c'était hyper chouette de voir mes parents s'occuper des grands-parents. Et puis, je pense que ça met aussi dans notre relation un peu ce truc de nous, on a fini d'être des enfants, on est des adultes, on est dans la vie active, on est plutôt d'égal à égal avec vous. Et en fait, dans 20 ans, on sera à votre place, en fait. Ouais. On vous accompagnera. Donc, la responsabilité de prendre soin, petit à petit, elle va se décaler vers nous, envers vous. Oui. Non, c'est vrai. C'est hyper touchant, je trouve, comme moment de vie avec sa famille. Ok. Ouais. Non, mais c'est vrai, en plus. On arrive doucement à la fin. Il y a une dernière question que j'ai envie de te poser. Vas-y. Ce podcast, c'est aussi l'opportunité de véhiculer un message qui te tient à cœur, que tu as envie de partager. Peut-être un truc que tu aurais aimé entendre plus jeune, ou juste un truc que tu aimerais partager au monde. Si tu devais jeter une bouteille à la mer, qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui nous écoutent ? Qu'est-ce que je pourrais leur dire ? Soyez heureux d'être vous-même. On est tous différents, on a tous des moments de galère. Parlez-en avec les personnes qui vous sont chères. Vous savez qu'il y aura une oreille pour entendre ça. Et c'est pas toujours évident, mais il y a plein de belles choses dans la vie. Allez les découvrir. Soyez intrigués et essayez de vous connaître pour pouvoir vous accepter vous aussi et aller toujours de l'avant, quoi. Ok. Et du simplement. coup, on te souhaite des beaux voyages et d'autres aventures. Merci. Que ça t'a envie de vivre. Et je te remercie beaucoup d'être venu sur ce podcast. Merci à toi en tout cas de m'avoir invité. Merci à vous qui avez écouté cet épisode jusqu'ici. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Et en attendant, parlez du podcast autour de vous. C'est comme ça que petit à petit, on devient un peu plus nous-mêmes.